Vous êtes dans BBC Info, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Au moins 42 personnes sont mortes suite aux inondations au Niger. Selon les autorités, 5000 maisons ont été détruites. Des milliers de personnes ont accueilli chaleureusement le pape François au Mozambique, première étape de sa tournée africaine. Et notre reportage sur les métis de Belgique, arrachés à leur mère en Afrique et abandonnés par leur père belge, c'est l'histoire de 20 000 enfants emmenés de force en Belgique. Le Niger est en deuil, au moins 42 personnes sont décédées après des inondations provoquées par d'importantes quantités de pluie. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de la capitale Niamey vivent sous les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son lit. Et alors que le pays est en pleine saison des pluies, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre le risque d'une épidémie de choléra. Regardez ce sujet de Louise de Wast. Dans ce quartier de la capitale, Niamey, les conséquences des pluies diluviennes sont visibles partout. Des maisons quasi détruites, des routes sous l'eau. Les habitants ici ont l'habitude des inondations qui sont fréquentes durant la saison des pluies, mais la situation est particulièrement critique cette année. C'est samedi soir que les eaux nous ont surpris pendant notre sommeil. Et depuis, nous n'avons pas dormi. Au début, l'eau coulait lentement dans nos maisons, mais hier soir, l'eau a englouti nos maisons. Nous avons évacué les enfants et tous nos biens en ville. Et maintenant, nous prions qu'Allah vienne à notre aide. Selon les autorités, le niveau du fleuve Niger a augmenté de 10 cm par jour cette dernière semaine à cause des pluies. Et l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre le choléra, une maladie présente dans l'eau. Le gouvernement dit songer à des sites pour les déplacer, mais pour certains, davantage de précautions auraient dû être prises. Nous faisons confiance à Allah, mais nous attendons aussi l'aide des autorités. Depuis le 29 août, les autorités ont exhorté les gens qui vivent le long du fleuve à se préparer aux inondations. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas où aller. Dans ces circonstances, le gouvernement pouvait nous fournir des tentes dans des sites appropriés jusqu'à ce que l'eau ait définitivement baissé. Pour beaucoup, l'école, le travail est désormais suspendu. Ce petit garçon a décidé d'aider sa famille en remplissant des sacs de sable. Ici, les habitants du quartier ont érigé un mur de sable pour tenter de contenir l'eau. Mais les inquiétudes grandissent alors que la pluie pourrait revenir dans les prochains jours. À la une également, les violences xénophobes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a fermé temporairement les portes de son ambassade à Abuja, la capitale nigériane. En cause, une série d'attaques contre des entreprises sud-africaines implantées au Nigeria. Une décision qui fait suite aux violences xénophobes qui secouent Johannesburg depuis ces derniers jours. Le président sud-africain, qui ne s'était pas publiquement exprimé sur les violences, est monté au créneau pour condamner ces attaques. We are a country that is completely Nous sommes un pays totalement engagé dans la lutte contre la xénophobie. Nous ne tolérons aucune attaque visant des personnes d'autres pays africains ou même de personnes d'autres pays tout court. Ces attaques sont donc totalement contraires à l'état de droit et nous voulons que nos forces de sécurité poursuivent le travail qu'elles ont entrepris en arrêtant les fauteurs de troubles. Il faut dire que les violences ont fait au moins 7 morts, sans compter la destruction de dizaines de commerces appartenant en majorité à des étrangers. Ces attaques ont provoqué la consternation un peu partout sur le continent, comme en RDC, qui compte de nombreux ressortissants en Afrique du Sud. À Kinshasa, une manifestation a eu lieu ce matin devant l'ambassade sud-africaine. Et en Zambie, des étudiants n'ont pas hésité à assiéger l'ambassade de l'Afrique du Sud. Nous disons non à la xénophobie. Nous avons déjà obtenu notre indépendance. Il est grand temps de combattre l'Afrique du Sud. Il est grand temps que la xénophobie prenne fin. Il ne devrait pas avoir de tuerie. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est pour cette raison qu'on veut se battre. Élevons l'esprit du panafricanisme Mobutu. Les étudiants zambiens condamnent ce qui s'est passé et nous allons en faire la démonstration.
Enfin, les attaques xénophobes ont bousculé l'ordre du jour du Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tient au Cap en Afrique du Sud. Le Zimbabwe, contrairement au Nigeria, n'a pas boycotté le forum, mais le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui y prend part, a tenu à exprimer son mécontentement. Non seulement dans un seul pays, mais aussi dans toute la région, nous devons parler d'intégration pour que la mentalité du « c'est à moi et ça s'arrête là » puisse cesser. Nous devons nous éloigner du concept rétrograde des communautés divisées. Toujours en Afrique australe, premier jour de la visite du pape François au Mozambique. Le souverain pontife a salué le peuple mozambicain qui, dit-il, a connu la souffrance et le chagrin. Un peuple, a-t-il ajouté, qui a refusé de céder à la violence comme moyen de règlement des conflits. Le pape a souligné la nécessité d'un engagement politique en faveur de la protection de l'environnement. Il a exhorté les Mozambicains à continuer sur le chemin de la paix. La paix a rendu possible le développement au Mozambique dans de nombreux domaines. Les progrès en matière d'éducation et de santé sont prometteurs. Je vous encourage à continuer à travailler au renforcement des structures et des institutions nécessaires pour que personne ne se sente abandonné, en particulier vos jeunes qui constituent la majorité de la population. On passe maintenant au reste de l'actualité, en bref et en images. Le Premier ministre britannique tentera de renforcer la pression sur les partis d'opposition pour qu'ils acceptent des élections générales. Le gouvernement a perdu 2 votes clés au Parlement hier alors que les députés ont voté en faveur de l'adoption des projets de loi visant à retarder le Brexit jusqu'à ce qu'un accord puisse être conclu avec l'Union européenne. Selon les Nations Unies, 70 000 personnes aux Bahamas ont un besoin urgent de nourriture, d'un abri et d'une assistance médicale à la suite des dégâts causés par l'ouragan Dorian. 20 décès ont été confirmés dans l'archipel. Les plus violents ouragans de l'Atlantique jamais enregistrés devraient frapper les côtes américaines dans les heures qui viennent. 800 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, en visite à Paris, a échangé avec son homologue Emmanuel Macron. Au menu des discussions, les enjeux des élections présidentielles et législatives de 2020, ainsi que de la présence russe en Centrafrique. 6 mois après la signature de l'accord entre le gouvernement et 14 groupes armés, la paix tarde à revenir en Centrafrique. Imaginez être séparé de votre famille à un très jeune âge et ne plus jamais la revoir. Telle était la situation d'environ 20 000 enfants sous le régime colonial belge, dans ce qui est aujourd'hui le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces enfants métis sont nés de mères africaines et de colons belges. Ils n'étaient autorisés ni à fréquenter les écoles belges, ni celles de ces 3 pays. Ils étaient placés dans des orphelinats avant d'être envoyés en Belgique au moment de l'indépendance. Là-bas, ils ont été adoptés par des familles d'accueil. Des décennies plus tard, la Belgique s'est officiellement excusée pour ce qu'elle reconnaît comme un enlèvement. Séverine Dieudonné a enquêté sur le sujet. Voici son reportage. Ces enfants métis sont nés de colons belges et de mères africaines. Évariste Nicolakis a été séparé de sa mère à l'âge de 5 ans. J'ai vu mon père partir, tout petit, et c'est là que notre vie a basculé vraiment, parce qu'il y avait une loi qui obligeait les mamans d'amener les enfants à Savé. Ça a été dur. En 1908, le Congo devient une colonie belge après la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique par le roi Léopold II. L'État belge voit d'un mauvais œil les unions entre les colons belges et les femmes africaines. Nous sommes ici dans le parc de Bruxelles, situé en plein cœur de la capitale belge. Un endroit symbolique car d'un côté nous avons le Palais Royal avec la personnalité controversée de Léopold II et de l'autre le Parlement où Charles Michel, le Premier ministre, a présenté ses excuses en avril dernier aux métis nés pendant la période coloniale. On a dit aux mamans, si vous ne signez pas un papier, si vous n'acceptez pas que votre enfant parte, nous allons vous obliger de rembourser les frais que nous avons mis pour entretenir votre enfant à l'internat. Même si elles ont signé ces documents pour laisser partir leurs enfants, certaines mères espéraient les revoir un jour. Cependant, lorsqu'ils arrivent à Bruxelles, les autorités belges changent leur identité. Nouveaux prénoms, nouveaux noms et nouvelle famille.
Luc Van Damme est arrivé en Belgique en 1960 à l'âge de 6 ans. J'ai quitté le Rwanda, donc je n'avais rien qu'une petite mallette et c'est vrai que c'est comme si j'arrivais sur une autre planète. C'était assez troublant, traumatisant, si bien que pendant une semaine, paraît-il que je n'ai rien dit. En 2017, l'Église s'est excusée pour la manière dont les enfants ont été traités par les institutions catholiques à l'époque. Julie De Groot a été présidente du Parlement belge pendant 10 ans et a convaincu, avec l'association des métis, le gouvernement d'admettre son rôle dans ces enlèvements. Ce que demandent les métis de Belgique, ce qu'ils demandaient quand ils sont venus me voir, c'est une identité, de la reconnaissance et du respect. C'est ça qu'ils demandaient. Et ils ont eu une identité, de la reconnaissance et du respect. Pour certains, les excuses de la Belgique sont un premier pas dans la bonne direction. Jocelyne Drochmans, quant à elle, souhaiterait à présent que le gouvernement belge délivre un visa pour que sa mère, qui vit au Kasaï, puisse revoir ses fils et faire la connaissance de ses petits-enfants. Des excuses, mais faire quelque chose pour qu'on puisse retrouver nos mamans. Du moins celles qui sont toujours vivantes. Comme votre maman. Comme ma maman. Séverine Dieudonné, BBC Bruxelles. BBC Info se poursuit avec la page sportive d'Emmanuel Coste. Le premier tour de la Coupe du Monde de basketball en Chine a rendu son verdict. Qu'en est-il des représentants africains, Emmanuel? Eh bien d'abord, Nicolas, première chose à savoir, ce matin, le Sénégal en a terminé avec sa phase de poule. 3e défaite en autant de matchs. C'était face au Canada, vainqueur 82-60. Alors maintenant, les 5 représentants africains vont jouer ce qu'on appelle le tour de classement réservé aux 16 moins bonnes équipes de cette Coupe du Monde. Et à l'issue de ce tour de classement, on saura qui terminera de 17 à 32e. Alors, 2 équipes africaines sont dans un groupe, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et d'ailleurs, demain matin, ce tour de classement commence, si vous voulez, c'est ce tour 2 bis, avec Côte d'Ivoire-Nigeria, ces 2 formations africaines étant dans le même groupe que la Chine, l'équipe du pays hôte, et la Corée du Sud. 2 autres équipes africaines sont dans le même groupe également pour ce tour de classement, l'Angola et la Tunisie. Demain matin, l'Angola croise le fer avec l'Iran, alors que la Tunisie se mesurera aux Philippines, donc les autres équipes de ce groupe. Il faudra attendre samedi matin pour voir le Sénégal jouer son tout premier match dans ce tour de classement, et ce sera face à un poids lourd du basketball mondial, l'Allemagne, qui n'est que dans le tour de classement. L'Allemagne, c'est vraiment la grosse victime de ce premier tour. L'Allemagne-Sénégal, donc ce sera pour samedi matin. Un même groupe où sont également rassemblés le Canada et la Jordanie. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler demain. Le football, eh bien, c'est marqué en Afrique, vous le savez, par le tour préliminaire aller des éliminatoires du Mondial 2022, un tour préliminaire réservé aux équipes africaines les moins bien classées. Déjà un résultat enregistré aujourd'hui, le Rwanda est allé battre les Seychelles 3-0. Donc le Rwanda a fait un gros pas vers le premier tour, puisque les Rwandais, dans quelques jours, accueilleront les Seychellois. 3-0 également, et là, on en était à un quart d'heure de la fin du match, pour le Soudan, en terre tchadienne. Donc le Soudan est également bien parti. La Somalie et le Zimbabwe en étaient pour leur part à 0-0 à la mi-temps dans ce tour préliminaire. Allez, en tennis, la petite balle jaune à l'US Open, Rafael Nadal continue son parcours et désormais, on peut le dire, le favori pour remporter le titre. Il s'est qualifié hier soir pour les demi-finales en battant l'Argentin Diego Schwartzmann en 3 manches. Rafael Nadal qui sera maintenant opposé en demi à l'Italien, une sensation d'ailleurs, Matteo Berrettini, qu'on n'attendait pas là. Et puis, puisqu'il me reste quelques secondes, le Tour d'Espagne cycliste avec la 13e étape, victoire de l'ancien champion du monde belge Philippe Gilbert. Au classement général, pas de changement. C'est toujours le Slovène Primož Roglič qui est en tête avec le maillot rouge de leader, avec 1 minute 52 secondes d'avance sur l'Espagnol Alejandro Valverde. Nicolas. Merci Emmanuel Coste. Et on reste dans le sport pour terminer. Que diriez-vous de cela pour l'inauguration des musées? Des anciens et d'actuels athlètes olympiques ont organisé un magnifique spectacle de ski acrobatique pour marquer l'ouverture d'un musée du ski dans l'Utah, aux États-Unis. Comme vous pouvez le constater, ils ont fait sensation devant milliers de personnes qui ont assisté à la représentation. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi notamment Guinée sur Espace TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.